Le déroulé qu'il va y avoir, donc Bernard, lui, va se charger de présenter le projet de déréglementation que la Commission européenne a fait le 5 juillet dernier. Et pour comprendre un peu pourquoi elle fait ce projet de déréglementation, on s'est dit qu'il était intéressant de revenir sur le cadre actuel, et puis aussi sur un peu une décennie qui vient de se passer, qui du côté de la Commission européenne, des multinationales, et un peu une décennie de mensonges ou d'arnaques, que ce soit d'une arnaque sémantique, que ce soit une arnaque juridique, que ce soit une arnaque en termes de promesses. Enfin bon, il y a différentes dimensions qu'on va voir maintenant et qui vont être déroulées dans les différentes conférences pendant le week-end. Et pour comprendre ces arnaques, il y a peut-être des moments où les termes, les discussions vont être très juridiques ou très scientifiques, techniques, avec des mots un peu barbares. Donc si certains parmi vous ne comprennent plus ou lâchent ou trouvent qu'il y a un moment où l'explication donnée n'est pas claire, vous n'hésitez pas à lever la main ou à couper, parce qu'il vaut mieux comprendre sur le moment plutôt que de s'en remettre à une discussion après, dans une demi-heure ou trois quarts d'heure. Je ne sais pas quand est-ce qu'on finit les présentations. Il faut que j'accélère déjà. Okay. Le cadre réglementaire actuel, donc, on en a touché un mot dans la table ronde d'avant, c'est l'Union européenne en 1990 adopte une directive qui va fournir une définition de ce que sont les OGM, qui va fournir, traduire une volonté politique d'encadrer l'utilisation de ces OGM, que ce soit au niveau expérimental ou au niveau commercial. Cette directive, elle sera mise à jour en 2001, après toute une décennie de mobilisation citoyenne, pour aboutir à la directive 2001-18. La directive 2001-18, elle va aussi se décliner en règlement. L'idée générale de la directive 2001-18, c'est de dire que les organismes génétiquement modifiés sont des organismes dont le patrimoine génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement ou par recombinaison. Là-dessus, la directive 2001-18 ne parle pas de transgénèse, elle ne parle pas de la technique majoritaire qu'on connaît. Voilà, elle va juste dire, dans le cas où on veut faire des essais en champ d'OGM, dans le cas où une entreprise veut commercialiser des OGM, il faudra que les risques sanitaires ou environnementaux qui peuvent être liés à l'utilisation de ces OGM aient été évalués avant. On ne rentre pas dans le débat si l'évaluation est correctement menée ou pas, là c'est juste le principe général. Donc il faut que ces risques soient évalués avant. Il faut qu'une autorisation formelle soit fournie par l'Union européenne, une autorisation administrative. En cas d'autorisation et de commercialisation, il faut que les OGM ou les produits issus de ces OGM fassent l'objet d'un étiquetage. Donc ça, l'idée, c'était quand même la volonté d'informer le consommateur, d'informer les différents opérateurs au sein d'une chaîne de transformation agroalimentaire de ce qui s'utilisait, et que s'il y avait des OGM dans l'assiette du consommateur au final, on soit capable de le dire. Donc cet étiquetage obligatoire ne concerne que ce qui est produit dans l'Europe, validé par la Commission européenne, pas tout le reste. Non, ça, il concerne tout. Dès que vous voulez commercialiser un OGM dans l'Union européenne, qu'il soit produit, qu'il fasse l'objet d'une importation ou qu'il soit produit dans l'Union européenne, c'est étiqueté. Il y a quand même au niveau, il y a eu une volonté de faire échapper toute la filière de l'alimentation animale à cet étiquetage. Il y a aussi une volonté politique de faire échapper les productions d'enzymes ou additifs alimentaires produits par des micro-organismes génétiquement modifiés. Voilà, le non-étiquetage de produits issus d'animaux nourris par des OGM explique en partie pourquoi aujourd'hui dans l'Union européenne les OGM rentrent par le biais de l'alimentation animale. On en trouve très très peu, sinon quasiment pas pour l'alimentation humaine. Un des derniers éléments que la directive 2001-18 a mis en place, c'est aussi en cas de culture d'OGM dans l'Union européenne, il faut qu'il y ait une surveillance environnementale au cas où des risques qui n'avaient pas pu être anticipés avant aient lieu au moment où la culture des OGM a lieu. Donc ça, très schématiquement, c'est le cadre général. Donc s'il y a deux éléments à retenir, c'est vraiment le côté
une autorisation pour commercialisation qui est obligatoire à obtenir, et un étiquetage qui est obligatoire à obtenir aussi. L'autre réalité, alors c'est pas du tout pour être provocateur ou auto-flagellateur, on va dire, mais c'est vrai que toutes les campagnes qui ont eu lieu, la période 2000-2010 à peu près, quand on parlait d'OGM transgénique, parce que c'était la technique utilisée, la transgénèse. Le principe basique de la transgénèse, c'est d'insérer dans le patrimoine génétique d'un organisme une séquence génétique qui appartient à un organisme non sexuellement compatible, donc avec lequel il ne peut pas se croiser. Mais la directive 2001-18 prévoyait d'ores et déjà qu'une autre technique, un autre terme scientifique, la mutagénèse, ça c'est le terme de la directive 2001-18, soit considérée comme donnant des OGM, mais elle était exemptée, les OGM obtenus par mutagénèse étaient exemptés des requis de la loi, pas d'autorisation, pas d'étiquetage notamment. À la base de cette raison, c'est que dans la mise au point de nouvelles variétés, la mutagénèse, qui pouvait à l'époque consister à soumettre juste des plantes entières, par exemple, à des produits chimiques ou à des rayonnements UV, ça pouvait provoquer, et ça provoque, des modifications du patrimoine génétique qui sont des modifications génétiques, mais l'utilisation de traitements UV ou de traitements chimiques sur des plantes entières pouvait remonter pour les premières plantes commerciales environ aux années 60-70 probablement. Donc, il avait été acté qu'il y avait un certain historique d'utilisation sans risque. On ne pose pas la question de qui a été vérifié s'il y avait eu des risques ou pas. Le principe avait été adopté et donc le politique en 2001 avait dit en cas de mutagénèse, il n'y aura pas nécessité d'étiquetage ou d'autorisation formelle. Mais jusqu'aux alentours de 2008-2010, on focalise sur les OGM transgéniques. Et c'est effectivement en 2008 qu'il y a certaines organisations qui commencent à remarquer dans les champs qu'il y a des variétés qui sont cultivées, qui sont tolérantes à des herbicides, et qui se trouvent ne pas être transgéniques, qui ont été obtenus par des techniques de mutagénèse. Et ça a généré un mouvement citoyen. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont mené, qui sont dans la salle. D'abord de commencer à se renseigner sur ces variétés rendues tolérantes aux herbicides, et puis après d'engager un dialogue avec le monde politique, le gouvernement français, du fait qu'il s'agissait d'OGM finalement, et du fait qu'ils étaient rendus tolérants aux herbicides, il y avait un modèle agricole qui utilisait des herbicides qui ne convenait pas. Et donc ces organisations sont allées voir le Premier ministre pour leur demander un moratoire sur l'utilisation de ces variétés rendues tolérantes aux herbicides. Et ça a été aussi l'action de ces organisations, la compréhension qu'elles ont pu développer a aussi permis de comprendre une première arnaque juridique qui avait lieu et qui se voyait dans la loi française. C'est autant la loi européenne établit que les organismes génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse sont des OGM. La loi française, qui elle a été adoptée en 2008, avait établi que les organismes génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse ne seraient pas juridiquement des OGM. Donc là, il y avait un côté illégal, hors la loi, je ne sais pas comment on peut dire de la loi française par rapport à la loi européenne. Le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, voilà. Manuel Valls, n'ayant pas répondu, ces organisations ont été légitimes à enclencher une procédure juridique en saisissant le Conseil d'État de cette situation-là, de ce problème de ces OGM-là. Conseil d'État qui a lui-même saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Alors je vous passe les détails de la procédure. Ayez quand même en tête que c'est des organisations françaises, qui étaient 8 ou 9, Confédération paysanne, des collectifs Vigilance OGM, pesticides locaux, ont fait face dans cette procédure au Conseil d'État, notamment face au ministère de l'Agriculture, donc au gouvernement. Au niveau européen, c'était la Commission européenne qui était en face. Et finalement, il y a eu une victoire juridique qui a été obtenue en 2018, où la Cour de justice de l'Union européenne a donné raison aux organisations françaises
en faisant comme un rappel de la loi à la Commission européenne, en leur disant oui, il y a effectivement une exemption prévue dans la loi européenne pour les OGM obtenus par mutagénèse, mais on vous rappelle que ce sont des OGM, alors que la Commission européenne, elle, essayait d'argumenter qu'il ne s'agissait pas d'OGM à proprement parler, et puis surtout, elle développait une vision très très large de ce qui pouvait être regroupé sous le terme de mutagénèse. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le terme de mutagénèse peut renvoyer à certaines techniques, l'utilisation de produits chimiques au rayon UV sur des plantes entières qui étaient utilisées à des fins commerciales depuis les années 60-70. Mais le terme mutagénèse peut aussi renvoyer à des techniques beaucoup plus récentes qui, par exemple, au lieu de travailler sur des plantes entières, vont travailler sur des cellules végétales qui ont été isolées, cultivées sur des boîtes de pétri, mais bon, quelque chose qui n'a plus rien de naturel. Parce que, enfin moi, en tout cas à ma connaissance et à la connaissance de beaucoup de gens, il n'est pas possible pour une cellule végétale de survivre naturellement dans la nature et de pouvoir spontanément redonner une plante. Ce critère technique-là, il est assez fondamental dans le débat qui nous occupe aujourd'hui, parce que pour la Commission européenne, elle faisait le choix de dire, finalement, la mutagénèse, que ce soit sur plante entière ou sur culture de cellules, ça donne des OGM exemptés. Et il a fallu l'action des organisations françaises pour qu'en 2018, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que l'exemption, c'est-à-dire le fait qu'une technique de mutagénèse, une des techniques de mutagénèse puisse donner des OGM qui ne soient pas soumis à la loi, étiquetage, autorisation commerciale, ne vaut uniquement que si cette technique a été utilisée depuis suffisamment longtemps et pour laquelle on sait qu'il n'y a pas de risque associé. Donc ça, cette victoire-là, si on s'arrête juste 2 secondes dessus, pas pour prendre trop de temps, il faut avoir en tête que sans cette action des organisations françaises à l'époque qui sont montées à la CGE et sans cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne, on serait à l'heure actuelle dans un système où la Commission européenne, en lien avec les multinationales, n'hésiterait absolument pas à utiliser cette exemption de la mutagénèse pour faire passer plein de nouveaux OGM sans les soumettre aux requis de la législation. Et donc finalement, cette victoire des organisations françaises en 2018 est une des explications qui rend le débat aujourd'hui très visible. C'est-à-dire que c'est la victoire qui a finalement poussé les multinationales et la Commission européenne à sortir du bois et à se retrouver dans une situation à devoir proposer un changement de la réglementation aujourd'hui, parce que sinon, avec tout le flou et les arnaques scientifiques qu'on va voir après assez rapidement, la Commission européenne n'avait aucun souci à dire que vous, multinationales, vous voulez commercialiser cet OGM, vous nous dites qu'il est transgénique, on évalue les risques, on l'étiquette, vous nous dites que vous l'avez obtenu par mutagénèse, vous n'évaluez pas les risques, il n'y a pas d'autorisation à avoir, il n'y a pas d'étiquette à mettre dessus. Donc l'enjeu, la victoire était quand même assez importante et elle porte ses fruits aujourd'hui avec la visibilité qu'il y a. Derrière, la Cour de justice de l'Union européenne en 2018, donc ayant rappelé que l'exemption de mutagénèse s'appliquait que aux techniques qui avaient un historique d'utilisation sans risque, en contre-coup, elle rappelait aussi que toute technique de mutagénèse qui sont apparues ou qui se sont principalement développées avant 2001, elles donnaient des organismes génétiquement modifiés soumis aux requis de la loi. Et ça n'a pas beaucoup fait les affaires des multinationales, enfin des 4-5 multinationales actuelles et de la Commission européenne, parce que ça a renvoyé à une période des années principalement développée avant 2001, ça renvoie à une période dans les années 90 qui a vu apparaître commercialement l'utilisation de la transgénèse pour faire des OGM, application du principe de précaution, donc évaluation des risques, étiquetage. Or, les multinationales, et ça je crois que vous le comprendrez beaucoup demain matin, il me semble, avec la conférence sur la table ronde sur les brevets appliqués aux vivants, un des objectifs des multinationales est de se débarrasser de l'étiquetage OGM en Europe. À des fins commerciales, certes, mais vous comprendrez demain matin avec leur volonté de breveter le vivant qu'elles veulent aussi se débarrasser de l'étiquetage OGM, parce que l'étiquetage OGM est un des rares éléments d'information qui existe, qui peut vous renseigner sur la présence de brevets dans une plante ou dans un organisme qui a été génétiquement modifié.
Mais ça, ce sera pour demain matin, les explications. Face à ça, à cette décision de 2018, la Commission européenne, les multinationales, depuis une dizaine d'années, avaient préparé le terrain, on va dire. Je vous parlais tout à l'heure d'arnaque juridique. Donc ça, on vient de voir l'arnaque juridique, l'ambition qu'ils avaient à faire échapper au requis de la loi beaucoup de nouveaux OGM en clamant simplement qu'ils étaient obtenus par mutagénèse, sans aller dans le détail. Mais derrière, ils ont rajouté des arnaques sémantiques, des arnaques rhétoriques, on va dire, qui se sont basées sur des principes assez simples. Le premier principe, il est de simplifier les choses au possible, tout en les complexifiant. Alors bon, l'expression est complexe en elle-même. Simplifier les choses au possible, c'est-à-dire qu'il s'agit de mentir sur la nature même des techniques qui sont utilisées. Il faut garder en tête que quelle que soit la technique qui est utilisée par une entreprise pour modifier le patrimoine d'un organisme, le patrimoine génétique d'un organisme, il faut, la plupart du temps, aujourd'hui, elle prend cet organisme, il faut qu'elle isole une cellule de cet organisme. Il faut qu'elle multiplie cette cellule sur un milieu artificiel qui est bourré de produits chimiques ou hormones pour que la cellule survive. Il faut qu'elle fasse des gros trous dans la paroi de cette cellule pour pouvoir introduire quel que soit l'outil qu'elle veut utiliser pour faire la modification génétique, que ce soit un transgène, que ce soit un cisgène, que ce soit une grosse protéine qui va couper l'ADN, comme les protéines CRISPR, TALEN, les méganucléases. Bref, quel que soit le produit qu'elle va utiliser, là, les techniciens, ils croisent fortement les doigts pour espérer obtenir potentiellement le résultat qu'ils voulaient, ou au moins un résultat qui pourrait être intéressant. Et puis après, il faut sélectionner les cellules, il faut les remultiplier sur milieu artificiel. Et puis de ces cellules qui se sont multipliées, il faut être capable de régénérer des plantes qui vont être à leur tour viables. Et régénérer les plantes. Ah ben ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire depuis quand? Depuis assez peu de temps. Alors bon, je sais que dans la salle, il y a des gens qui connaissent le sujet beaucoup mieux que moi. Aujourd'hui, en 2023, par exemple, il y a des articles scientifiques, on sait qu'on n'arrive que très difficilement, voire pas, pour de nombreuses espèces, à les régénérer. Donc il y a des espèces pour lesquelles on ne sait pas encore le faire au niveau technique. Et puis il y a d'autres espèces, quelques espèces pour lesquelles on y arrive, mais pour lesquelles c'est quand même très compliqué. Globalement, l'image générale, c'est bon. L'image générale, c'est que c'est quand même chacune de ces étapes est très complexe. Chacune de ces étapes, alors est maîtrisée, pas maîtrisée, tout dépend de ce qu'on appelle maîtrise, mais quand même assez peu maîtrisée, à tel point que quand vous entendez par exemple parler d'OGM, comme le maïs MON 810 par exemple, alors le maïs MON 810, il a le numéro 810 pour différentes raisons, mais c'est parce qu'il y a quand même eu plus de 800 échecs à l'obtenir avant, et que c'est le 809e ou 810e essai qui a pu permettre de l'obtenir. Alors le numéro ne veut pas toujours dire ça, mais dans ce cas-là, c'est ce qui s'est passé. L'arnaque rhétorique ou sémantique, elle se trouve notamment là. C'est-à-dire quand on vous parle de la technique CRISPR, quand on vous parle de la technique de mutagénèse aléatoire, c'est-à-dire on ne sait pas où ça va agir dans le génome, ou de la mutagénèse dirigée, sous-entendu on est capable de cibler une partie du génome de manière spécifique, en fait c'est des expressions qu'il faut prendre plus qu'avec des pincettes, parce que c'est des expressions qui cachent derrière une complexité technique croissante des techniques qui sont mises en place. Les protocoles techniques mis en place sont de plus en plus complexes, ont de plus en plus d'étapes, avec chaque étape qui a sa petite maîtrise ou son absence de maîtrise, avec plein d'effets non intentionnels qui sont associés à chacune de ces étapes. Donc au mieux, une entreprise peut espérer obtenir une modification génétique qu'elle aura voulu, mais la complexité des protocoles techniques est telle qu'elle va aussi récolter plein d'autres modifications génétiques qu'elle ne souhaitait pas, dont elle ne peut pas se débarrasser entièrement,
et qui vont se retrouver dans le produit final. Et là où on trouve à InfoGM que l'arnaque rhétorique se situe, c'est que paradoxalement, à ça, quand on parle de transgénèse, tout le monde a en tête ce que c'est, ça peut paraître un peu complexe, mais on maîtrise un petit peu. Par contre, alors moi ça m'a frappé, c'était dans une des présentations qui a été faite en introduction. Par exemple, quand on vous parle de CRISPR, moi je suis un peu fatigué d'entendre parler de CRISPR à tout va, mais enfin c'est la technique qui a reçu un prix Nobel, donc elle est dans les médias. On vous parle de ciseaux. Et alors là, tout de suite, l'image, c'est un ciseau, il coupe à un endroit, il coupe à l'endroit où je lui ai dit de couper, et c'est parfait. En fait, c'est pas du tout ça. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà entendu le scientifique Yves Berthaud intervenir, lui, de manière plus correcte, il dit, en fait, les enzymes qu'on utilise, les protéines qui coupent l'ADN, c'est pas un ciseau qui coupe à un endroit, c'est plutôt l'image du ciseau à persil, c'est-à-dire qui va faire 4, 5, 6 coupures, et puis ça va être à plusieurs endroits différents. Donc la maîtrise n'est pas au rendez-vous, mais l'acronyme CRISPR, comme il a été nobélisé, il a ça de génial de vous dire, c'est simple, on maîtrise. Quand on fait de la mutagénèse, c'est simple, on maîtrise. Mais ce qu'on ne vous dit pas derrière, c'est que le ciseau à persil, CRISPR, quand vous l'utilisez, en fait, on ne vous dit pas ce qu'on a fait. On peut utiliser la protéine CRISPR pour aller couper l'ADN, mais vous garderez en tête qu'il faut avoir sélectionné des cellules d'abord, les avoir cultivées, avoir fait des trous, avoir inséré des transgènes, parce que moi, dans les dossiers qu'on voit passer, ça peut être jusqu'à 6, 8 transgènes pour coder le complexe, la protéine CRISPR, donc des transgènes qui vont s'insérer dans le génome, qui vont coder la protéine CRISPR, qui elle-même va aller couper à plusieurs endroits le génome. Derrière, il va falloir vous sélectionner. Enfin bon, je ne vais pas vous perdre dans tous les détails. Si vous retenez un truc, c'est que plus on vous présente une technique comme étant simple, en fait, la réalité, c'est qu'elle est de plus en plus complexe. Alors, oui, effectivement. Donc il y a diverses questions. Est-ce qu'on va les prendre tout de suite sur son intervention? Et il ne faut pas oublier que Bernard va nous présenter quand même après, bon, on a le temps de toute façon, les menaces des propositions de la Commission européenne. Donc quelles sont les questions? Oui, bonjour à tous. Petite question très simple. Est-ce à dire que la complexité des techniques et le taux d'échec très important oblige l'industrie à sélectionner le premier résultat qui va en s'en fichant complètement des méfaits secondaires qui peuvent arriver? Alors au niveau des entreprises, je ne sais pas. Non, je crois qu'ils ne peuvent quand même pas aller jusque-là non plus. Il faut que l'organisme qui présente soit à peu près viable. Après, la question que vous posez, elle est rigolote, je voulais y venir après, c'est que tous les effets non intentionnels. Par contre, au niveau politique, alors le Parlement européen, pas encore, la Commission européenne, oui, le Conseil de l'Union européenne a fait le choix de ne pas s'en occuper. C'est-à-dire, voilà, ils s'en remettent aux scientifiques européens de l'EFSA qui disent que, en gros, ils disent pas il n'y a pas d'effet non intentionnel, mais le résumé de leur avis permet à la Commission européenne de dire on s'en occupe pas. Donc là, il y a une énorme lacune dans les discussions politiques au sein du Conseil de l'Union européenne à venir, c'est qu'ils auraient acté qu'ils ne parleront pas des effets non intentionnels. Une autre question ici. Oui, bonjour. Je ne sais pas trop comment on a formulé cette question, mais en fait, depuis le début, vous nous parlez du principe de précaution, de lois qui ont été faites par rapport au principe de précaution, et de la possibilité pour les grandes firmes ou le gouvernement de contourner ces lois. Et à un moment donné, M. Trinidis a parlé des effets sur l'environnement, et je me dis que pour que ça dépasse un petit peu l'entre-soi, nos conférences sur les OGM, et pour que le grand public se l'approprie, il faut aussi parler de la dangerosité avérée, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que c'est utilisé. Qu'est-ce qu'on a sur le plan scientifique qui montre que c'est véritablement dangereux pour l'environnement ou pour la santé, sur lequel on peut s'appuyer pour aller vers le citoyen lambda? Je me demande si on va aborder ça dans les 2 jours. Alors, ouais, je ne sais pas si... Les risques environnementaux au programme, je ne sais pas. Un des risques environnementaux les plus évidents, c'est quand vous faites face à des OGM qui, encore à l'heure actuelle, sont en majorité faits pour tolérer des herbicides, ça inclut une utilisation accrue des herbicides. Et ça, en termes d'impact sur l'environnement, il n'y a pas de...
n'y a pas de doute. Après, j'avais pas fini complètement. Alors, si les questions c'est pour clore mon intervention, je vais être. J'ai jamais dit ça. Hein. Mais bon, puisqu'on a des questions, on va les laisser les poser. Oui, c'était une question ou une remarque. Je crois qu'un des ça n'a pas été mentionné, mais des grands dangers par rapport à ces nouvelles technologies que tu mentionnes, comme CRISPR, etc., au-delà du fait qu'elles sont qualifiées de beaucoup plus précises alors qu'elles ne le sont pas. Moi, je crois que leur plus grand danger, c'est qu'elles sont pas chères à mettre en œuvre, et que donc un peu n'importe qui va pouvoir faire du CRISPR, bidouiller, et avec une réglementation qui a des trous dans la raquette, telle qu'on la voit se profiler, ça va être difficile. Sur la question du coût, je crois que ce sera abordé demain. Je ne sais pas où sont les intervenants dans le dossier brevet, parce qu'elles ne sont pas chères au niveau technique peut-être à mettre en œuvre. Par contre, comme elles font l'objet de brevets, le retour de semencier à l'heure actuelle, c'est de dire que ça coûte une fortune en termes de royalties à payer pour avoir le droit d'utiliser ces techniques. Mais ça, c'est plus demain, je crois. Oui, merci Eric. J'ai une question concernant les différentes étapes du protocole dont tu nous as parlé. Est-ce que j'ai bien compris ta toute dernière phrase dans laquelle tu semblais dire que après avoir fait les trous, il y avait la possibilité d'insérer des transgènes et du coup, alors que l'industrie essaie de nous vendre que ces nouvelles techniques sont totalement différentes de la transgénèse qu'on connaissait précédemment et que donc les produits ne sont pas du tout des OGM, est-ce qu'en fait tu es en train de nous dire que c'est faux? Ouais, alors moi je suis un journaliste d'information critique, après je vous laisse tirer vos conclusions personnelles sur la nature. Mais là où c'est mensonger, oui, c'est-à-dire c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que par exemple, ça peut arriver souvent d'entendre ah non mais ça, cette plante-là, c'est pas un OGM, il n'y a pas de transgène dedans, elle a été obtenue par CRISPR. C'est faux. C'est-à-dire c'est faux. Peut-être que CRISPR est intervenu, mais pour que CRISPR s'exprime, il faut qu'il y ait eu un transgène d'insérer qui code CRISPR. Ouais, tu vois, c'est un peu complexe, mais enfin bon. Donc oui, la plupart des techniques, certaines mutagénèses non, mais la plupart des techniques aujourd'hui font appel à des étapes préalables de transgénèse. Ce que les entreprises aujourd'hui expliquent, c'est que les transgènes ou les transgènes qui ont été insérés n'ont pas forcément d'utilité dans le produit final, donc elles s'en sont débarrassées. Comment elles s'en débarrassent? C'est qu'une fois que les plantes ont été régénérées à partir des cultures de cellules, une entreprise ne modifie jamais directement sa variété élite qu'elle commercialise. Elle modifie génétiquement une variété, enfin une plante avec laquelle elle travaille, et puis cette plante, elle va la croiser avec sa variété élite. Théoriquement, elle est censée la croiser selon les espèces. Par exemple, le coton, je crois qu'il faut qu'elle fasse un croisement 8 fois. Le principe de ce qu'on appelle ce rétrocroisement, c'est je prends une plante, je la croise avec la variété élite, j'obtiens des plantes filles, que je recroise avec la variété élite, j'obtiens des plantes filles ou petites filles, que je recroise avec la variété élite. Il y a un côté un peu, pour reprendre une notion un peu humaine, il y a un côté un peu, je croise les enfants avec leurs parents, les petits-enfants avec leurs grands-parents, les arrière-petits-enfants avec leurs arrière-grands-parents. Théoriquement, pour se débarrasser de toute la partie du génome de la variété sur laquelle ils ont travaillé, s'en débarrasser et ne garder que la partie du génome où il y a la modification ou les modifications génétiques qui revendiquent. Mais comme ils ne peuvent pas le faire complètement, il y a forcément une partie qui va rester. Et puis parfois, il ne faut pas assez de rétrocroisement. On a finalement appris qu'en Afrique de l'Ouest, l'échec du coton BT de Monsanto, qui était un coton transgénique qui n'avait quasiment pas de rendement, enfin vraiment des fleurs de coton très très difficiles à travailler, c'est juste que Monsanto, au lieu de faire les 8 rétrocroisements ou 9 rétrocroisements nécessaires, n'en avait fait que 2 ou 3. Donc ce qu'ils vendaient comme étant une variété élite de coton, BT en Afrique de l'Ouest était en grande partie une variété qui n'était pas élite. Voilà. Là, il y a juste un complément d'info apparemment par rapport à ce que tu dis, mais on va rester donc sur ce complément d'info plus une dernière question, et on te laissera terminer après, parce que là, on est plus dans les précisions sur les techniques en elles-mêmes que sur le juridique.
C'était juste pour dire que, en fait, on pourra en reparler tout à l'heure dans les fausses promesses, mais ce qui est quand même vendu, c'est qu'on va faire ces modifications directement dans les variétés. C'est ça qui ferait gagner du temps. En théorie, c'est qu'on va modifier les gènes dans chaque variété. Et donc là, du coup, dans chaque variété, il faut retirer. Donc une autre manière de faire, c'est de dire on va modifier, on va donc insérer le transgène avec la machinerie CRISPR qui va bidouiller dans chaque variété. Et ensuite, on va, par des rétrocroisements, retirer, ce qui peut être plus rapide mais qui est quand même long, retirer le transgène de chaque variété. C'est quand même ça qui est vendu. Alors, une dernière question avant de terminer. Par rapport au croisement des variétés, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que c'est possible que les variétés se croisent entre elles, les variétés mutagènes? Et qu'est-ce qui va arriver réglementairement? Comment ils vont faire pour toucher des royalties si ce n'est pas leur gène qui est dans la même variété? Enfin, s'il y a différents gènes dans la même variété. Ah bah alors ça, il faut aller écouter la table ronde demain avec Denis Méchaquet. Je pense que tout ce qui concerne donc les brevets, ça sera demain. Et là, dans les intervenants avec Guy et Denis, vous aurez des précisions quant à ce point. Hein, c'est ça? Donc on va te laisser terminer par rapport à ce que tu voulais dire. Oui, bien sûr. Donc on a vu l'arnaque juridique, on a vu l'arnaque scientifique. Il y a une autre arnaque scientifique, et alors celle-là, il est fondamental de l'avoir en tête, parce que elle est c'est un mensonge qui est à la base de la proposition de déréglementation que Bernard va vous présenter. C'est qu'en poussant le raisonnement encore plus loin, de dire que les techniques actuelles sont encore plus maîtrisées que celles d'avant, sont encore plus précises, ciblées, on sait ce qu'on fait, il n'y a aucun effet secondaire ou autre, ce qui est entièrement faux, à quelques détails près, mais entièrement faux. Depuis une dizaine d'années, la Commission européenne a œuvré, en se basant sur un discours des multinationales, pour dire que c'est tellement précis et les modifications génétiques qui vont être opérées dans le cadre de mutagénèse vont être tellement similaires à ce que la nature peut faire ou ce qui peut apparaître lors de croisements conventionnels qu'on ne serait pas capable de faire la distinction entre une plante qui a fait l'objet de modifications génétiques et une plante qui a pu apparaître spontanément dans un champ, mais surtout qui a pu être obtenue par des croisements conventionnels. Parce que quand vous parlez de mutagénèse, vous parlez de ce qu'on appelle les mutations. C'est une notion scientifique assez simple. Je ne vais pas revenir sur les protocoles dont je vous ai parlé, qui sont très complexes avec tous les effets non intentionnels. Mais à partir du moment où politiquement vous avez fait le choix d'ignorer les effets non intentionnels, que vous faites le choix de simplifier les techniques en les résumant juste à une des étapes ou à un des outils que vous utilisez, eh ben, il n'y a pas grand-chose qui vous empêche de rajouter ce mensonge supplémentaire qui vous dit que vous ne seriez théoriquement pas capable de les différencier. Pendant 10 ans, enfin entre 2013 et depuis 10 ans, entre 2013 et 2019, 2020 je crois, la Commission européenne n'a eu de cesse de reprendre ce discours des multinationales. En interne, entre 2013 et 2019, elle s'est opposée à ce que parce qu'elle a aussi un comité d'experts sur les questions de détection, identification, traçabilité des OGM au niveau européen, un réseau de laboratoires. Elle s'est opposée 2 ou 3 fois à ce que ce réseau de laboratoires travaille sur la question de la détection, identification et traçabilité des OGM. Qui aurait été obtenu par mutagénèse, parce que la Commission européenne ne voulait pas prendre le risque d'avoir un rapport d'experts qui lui disait bah, si on pourrait. Finalement, politiquement, le comité d'experts lui rend un rapport en 2020, 2021, je ne sais plus exactement, avec un exercice de contorsion un peu compliqué, mais il est important que vous l'ayez en tête, parce que ça, Bernard en parlera dans le déroulé.
Si vous prenez le rapport du comité d'experts et même les experts européens de l'EFSA qui, eux, s'occupent des aspects sanitaires et environnementaux, ont fait la même chose, ces experts-là vous disent, mais en fait, on peut identifier, on peut distinguer ces OGM qui auraient été obtenus par des techniques de mutagénèse très récentes, pour peu qu'il y ait un minimum d'informations qui soient fournies, des informations qu'il suffit de demander aux pétitionnaires. Et ils disent, bon, peut-être que dans certains cas très exceptionnels, on ne pourra pas, mais si on demande les informations, si on construit les bases de données nécessaires, bref, si on fait ce qui a été fait au début des années 2000 pour les OGM transgéniques, on pourra différencier ces OGM et les tracer. Mais dans le résumé de ce rapport, cette notion de capacité à différencier, elle est écrite, mais elle est mise aussi en avant avec le fait que dans certains cas, il pourrait être possible qu'on ne puisse pas les distinguer. Et vous verrez dans la présentation de Bernard que la Commission européenne, pour justifier sa proposition de déréglementation, n'a repris que cette phrase que dans certains cas on pourrait ne pas distinguer pour expliquer derrière que d'une manière générale on ne pourra pas les distinguer et donc il est nécessaire d'avoir un encadrement réglementaire qui n'exige plus d'étiquetage et de traçabilité parce que soi-disant techniquement on ne pourrait pas. Donc ça c'est en ce sens-là où c'est un mensonge, une sorte d'arnaque scientifique, une sorte d'arnaque rhétorique. Et puis pour accélérer, parce que je crois qu'il faut que je termine là, non? J'ai aucune idée. J'ai encore 10 minutes, bon ça laissera du temps pour les questions. Il y a une arnaque un peu similaire qui est de dire, bon bah, partons du principe qu'on est capable de faire ce que la nature fait ou obtenir conventionnellement, qu'on n'est pas capable de les distinguer. La Commission européenne a obtenu de ses experts européens qui lui disent que, en termes de risque, il n'y a pas plus de risque qu'avec ces plantes conventionnelles ou ces plantes qui peuvent apparaître spontanément dans les champs. Donc ça, la Commission européenne s'en sert pour justifier pourquoi pour la plupart des OGM obtenus par les nouvelles techniques génomiques demain, elle propose, comme Bernard vous le présentera, qu'il n'y ait pas d'évaluation de risque sanitaire ou environnemental. Le premier élément dont je vous ai parlé sur la distinction, justifiant qu'il n'y ait pas d'étiquetage à mettre en place. Et puis derrière, dans les autres arnaques, bon, il y a une arnaque, un mensonge qu'on va renseigner ou qu'on a renseigné, je ne sais plus, à InfoGM bientôt. C'est le côté classique que l'Union européenne prendrait trop de retard si elle mettait en place une législation, si elle appliquait la législation sur les OGM actuels. Commercialement, parce que aux États-Unis, au Canada, ça fait 10 ans qu'ils ont déréglementé, c'est plus OGM, il y a plein de OGM obtenus par les nouvelles techniques qui ont été commercialisés dans ces pays, on ne peut pas prendre ce retard-là, c'est une menace un peu classique, hein, qui n'est pas propre au dossier OGM. Bon, ce mensonge commercial-là, en fait, c'est un mensonge parce que finalement, aux États-Unis, ça fait peut-être 10 ans qu'ils ont obtenu les premiers feux verts de l'administration pour commercialiser des plantes obtenues par ces nouvelles techniques sans passer par un encadrement réglementaire des OGM tel qu'il existe aux États-Unis, différent, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin en gros ils ont le feu vert, allez-y, il n'y aura rien de particulier qui vous sera demandé. 10 ans plus tard, il y a à tout casser 4 ou 5 plantes obtenues par ces techniques qui ont été commercialisées. Donc si vous regardez dans le commerce, quoi qu'on vous dise, j'allais dire dans la presse, bon, pas toute la presse, il y en a qui est bien, enfin, quoi qu'on vous dise dans les discours, il n'y a pas de commercialisation massive, c'est pas un raz-de-marée, on est très très loin de là. Par contre, ça c'est pour paraphraser un semencier français, Florimond-Després, en février 2023, là, dans un colloque de SEMAE, donc l'ancien groupement national interprofessionnel des semenciers, qui intervenait en disant ben, c'est vrai qu'avec ces nouvelles techniques, nous, en tant que semencier moyen ou petit, je ne sais pas comment il se définit, ce qu'on observe, ce n'est pas une raz-de-marée de produits commerciaux. Par contre, on observe à foison des dépôts de demandes de brevets liés à ces techniques sur les informations génétiques qui vont être modifiées ou autres. Donc eux, en tant que semenciers, ils disaient, nous, l'activité commerciale qu'on voit, c'est le dépôt de brevets, c'est pas du tout l'arrivée de ces nouvelles plantes. Mais la Commission européenne et les multinationales le mettent dans le débat, de dire qu'il ne faut pas que l'Union européenne prenne du retard. Donc il y a cette arnaque un petit peu commerciale qui a lieu. Et puis après, il y a d'autres arnaques, mais alors là, cet après-midi, il y a une table ronde sur les fausses promesses, donc je ne vais pas vous en parler.
Mais en tout cas, pour ceux qui seront cet après-midi, vous verrez tous les mensonges qui sont faits autour de ces nouvelles techniques. Voilà, pour clore, avec 5 minutes d'avance, c'est rare. Pour clore, il faut que vous gardiez en tête que ces mensonges, ces arnaques se situent à peu près à tous les niveaux. Je vous ai dit, il y a l'arnaque juridique de base qui a finalement été mise en lumière grâce à l'action des organes françaises au Conseil d'État et à la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a quelques arnaques sémantiques dont je vous ai parlé. Il y en a plein d'autres exemples de ces arnaques sémantiques. Mais gardez en tête que voilà, ces techniques-là, plus on vous les présente comme étant simples, précises, plus en fait elles sont complexes et surtout moins on les maîtrise. Et vous verrez dans la proposition que la Commission européenne fait, moi je fais partie de ceux qui analysent le truc en disant mais en fait cette proposition témoigne de l'absence de maîtrise des entreprises sur le produit final obtenu plutôt qu'autre chose. Donc voilà, il faut le voir dans ce cadre-là. La dernière arnaque, et ça c'est 2 secondes, et Arnaud en a parlé à la table ronde d'avant, vous ne trompez pas, depuis 10 ans, 15 ans peut-être maintenant, un des objectifs sémantiques de la Commission européenne et des multinationales est de ne plus parler de techniques de modification génétique. Ils veulent se débarrasser de l'acronyme OGM, comme ils veulent se débarrasser de l'étiquetage. Donc c'est pour ça qu'on entend parler de nouvelles techniques génomiques, après être passé par les nouvelles techniques d'amélioration végétale ou autres. Dans tous les cas, juridiquement, pas juridiquement, peu importe, c'est des organismes dont le patrimoine génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement. Et donc, c'est des OGM.